Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés, cette revue Trading University Center. Nous sommes le lundi 17 janvier 2022. Nous allons passer d'abord sur la partie de l'avertissement légal sur les risques. Je vous laisse bien sûr prendre connaissance de cet avertissement. Et on va un petit peu rembobiner ce qui s'est passé notamment la semaine dernière. Alors, on a eu une semaine extrêmement chahutée. La Fed continue notamment de distiller ses messages concernant la normalisation de la politique monétaire par rapport à l'après-crise sanitaire, même si effectivement nous sommes toujours traversés par cette fameuse vague Omicron. La Fed est déjà en train de penser à l'après, dans la mesure où les prix continuent de progresser très sensiblement aux États-Unis. En tout cas, on continue au mois de décembre de progresser très sensiblement. L'inflation américaine, je vous le rappelle, pour décembre, s'est affichée à 7%, son plus haut niveau depuis 1982. Et on a surtout noté un bond assez spectaculaire de l'inflation qu'on appelle core, c'est-à-dire la partie hors alimentation, hors énergie, qui est passée de 4,9% en novembre à 5,5% en décembre. Donc, tout ceci oblige, obligerait à la Fed à muscler son discours, de normalisation de politique monétaire. Alors, on avait déjà entendu son président Jérôme Powell lors des réunions précédentes, la réunion de ce fameux décembre, et puis encore, on a eu cette semaine, enfin la semaine dernière, il s'est à nouveau exprimé sur cette nécessité d'enlever ces soutiens monétaires dans une phase où l'inflation avait poussé et où l'économie finalement se portait comme beaucoup mieux, notamment sur le marché de l'emploi. Mais il semble que les marchés avaient un petit peu de mal à percuter finalement sur la réalité de cette normalisation monétaire, et il a fallu donc attendre cette semaine sa vice-présidente, la future vice-présidente Laëlle Brainard, qui s'est exprimée notamment la semaine dernière et qui a rappelé euh, que la Banque centrale, donc la Fed, devait s'occuper un petit peu plus de l'inflation, notamment, et de ramener cette inflation à un niveau plus qu'acceptable, et que la Fed devait également s'assurer qu'il n'y ait pas de risque dans l'environnement actuel pour la stabilité financière, sous-entendant que certains actifs étaient probablement surévalués, certains actifs notamment financiers, certains ports de l'économie comme l'immobilier par exemple. Et donc ce message assez flou, je dirais, finalement des risques pour la stabilité financière. Ça consomme pas mal de choses, mais le message a pris comme une sorte d'avertissement sur la vigilance de la Fed par rapport à des actifs dont les prix ont beaucoup gonflé au cours de ces derniers mois, et pas seulement dans l'économie réelle, hein, mais également, surtout, dans tout ce qui est actif financier. Et puis, on a vu également la semaine dernière la Maison-Blanche mettre plutôt une pression euh, un petit peu indirecte, hein, sur la Fed. La Maison-Blanche a indiqué que juste après, hein, les chiffres de communication de ces chiffres d'inflation pour décembre, eh bien que cette inflation était trop élevée et que c'était un fardeau notamment pour certains Américains, puisque les ménages, les consommateurs les plus fragiles aux États-Unis, donc en gros, sous-entendant que la Fed devait absolument intervenir. Donc, on est dans une situation qui a rappelé un petit peu à l'ordre des marchés que lorsqu'on commence à parler effectivement de normalisation monétaire, eh ben, il y a un composant du marché qui sont plus sensibles que d'autres. C'est le cas notamment pour les valeurs de croissance, qui sont des valeurs qui aiment bien les environnements de taux faibles, de liquidités abondantes pour financer notamment des projets qui nécessitent beaucoup de cash et qui sont donc des projets donc d'investissement pour une croissance à venir. Et forcément, quand on commence à parler de normalisation monétaire et de durcir un peu le ton sur cet aspect-là, eh bien, c'est un peu comment dirais-je, la classe d'actifs, c'est là le secteur en bourse qui souffre le plus. On a vu, notamment la semaine dernière, les valeurs technologiques partir assez sensiblement à la baisse, alors que de l'autre côté du spectre des valeurs, on retrouve des valeurs bancaires euh, qui comportent qui se comportent plutôt bien, des valeurs liées notamment au secteur du pétrole, du gaz, des cours des matières premières qui restent plutôt bien orientés. Le secteur auto aussi, le secteur automobile également, qui reste bien orienté, ou encore le secteur des ressources et donc
on voit là quand même une vraie divergence dans différents secteurs, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, hein, et donc on voit les indices sensibles aux valeurs technologiques, le Nasdaq 100, le S&P 500 qui partent à la baisse, et de l'autre côté, des indices un peu moins sensibles aux valeurs de croissance, qui ne sont pas à la hausse pour autant, mais dont le repli est beaucoup moins marqué que les indices les plus sensibles, notamment à ces valeurs de croissance. Et donc, évidemment, les indices européens sont moins sensibles aux valeurs de croissance et un peu plus de valeurs dites value, cycliques, hein, dans cet indice européen des bancaires aussi, beaucoup de bancaires, hein, et donc ils se comportent un petit peu mieux que ces valeurs de croissance. Toutefois, on a quand même des éléments à souligner par rapport à l'Europe la semaine dernière, parce qu'on voit quand même la situation en Chine qui reste toujours assez tendu, alors qu'il y a plusieurs éléments. On voit qu'au niveau des ports, hein, des ports maritimes en Chine, il y a toujours une pression sanitaire qui est forte. Dans certains ports chinois, l'activité ralentit, ce qui entraîne donc des détournements d'activité vers les ports restants. Et donc, il y a toujours dans certains ports chinois et bien donc de grosses congestions pardon, qui restent en place. Et donc, ça entretient toujours cette musique de fond négative sur la logistique mondiale, sur l'approvisionnement en pièces et en composants. Et donc, ça maintient toujours cet environnement inflationniste, en fait. Et ça, en parallèle, on a également souligné que les matières premières qui contribuent ou d'autres actes qui avaient beaucoup contribué à l'inflation ces derniers mois, ça aurait été pour descendre parce que le pétrole a été un petit peu retombé. Eh bien, on voit que les matières premières qui avaient un petit peu rechuté octobre-novembre, et bien là, depuis plusieurs semaines, ont récupéré une grosse partie de leur baisse, enfin trois quarts hein, de leur baisse, 80, presque 90% de leur baisse. Il suffirait de regarder un peu le baril de brut américain, celui du Texas, qui est remis aux alentours des 83 dollars, s'il était quasiment plus haut il y a 2 mois. Donc, on voit que les matières premières aussi, qui poussent, hein, donc l'énergie, eh bien, ça, voilà, ça compte. Il faut tenir ce sentiment donc inflationniste aux États-Unis, notamment ces projections bien sûr d'inflation à moyen terme, pardon. Et donc, je dirais que ça oblige encore une fois la Fed à muscler son discours parce qu'on ne peut plus être dans une posture d'attente pour la Fed. C'est un peu la posture qu'a adoptée, je dirais, Jérôme Powell, en gros, de dire que notamment cette fameuse phrase pardon, transitoire, nous verrons, etc., etc. Ce discours avec elle, notamment, qui commence à s'infléchir assez sensiblement lors de la réunion de décembre, le marché avait besoin un petit peu d'un piqûre de rappel pour lui montrer que, et pour signifier notamment par la voix notamment de la future vice-présidente de la Fed, eh bien, que non, que l'inflation était vraiment trop haute, qu'on ne peut pas se permettre d'attendre pour la traiter tout simplement, même si effectivement la partie inflation, une partie de l'inflation est liée à des problèmes mondiaux que ne prend pas en compte la Fed, notamment les problèmes d'approvisionnement qui font grimper les prix, qui, elle, doit être prise en charge par la Fed. Et ces messages qui est passé cette semaine, donc de la Chine notamment, pourquoi la Chine? Parce que la Chine est toujours sous surveillance, parce que on voit que certains, notamment les indices européens, notamment bien sûr le CAC 40, l'indice parisien, il y a une composante du CAC 40 important. Il faut savoir qu'il y a plus d'un tiers du CAC 40 qui est composé de valeurs du luxe. Et on voit qu'en Chine, bien sûr, je le disais tout à l'heure, les signaux macroéconomiques restent relativement plutôt mitigés. L'aspect logistique reste toujours tendu. On a surtout ça, hein, c'est ça le plus gros risque à court terme je dirais enfin, le plus gros risque, c'est les obligations d'entreprise, notamment à haut rendement. Toute cette composante des obligations d'entreprise à haut rendement, c'est ce qu'on appelle le fameux crédit high yield. Eh bien, les obligations continuent leur baisse, continuent de s'affaisser, pardon, et ça, c'est un risque parce que ça montre tout simplement la sensibilité des investisseurs, notamment à la question immobilière.
Ce marché donc du crédit high yield en Chine est extrêmement sensible, notamment aux promoteurs immobiliers. On a vu la situation avec Evergrande, leur situation financière, leur situation économique et le fait que ces obligations continuent à se dégrader, eh bien, ça fait peser un risque en fait d'instabilité financière sur la Chine. On voit notamment les gros indices chinois la semaine dernière qui sont plutôt portés à la baisse, notamment le CSI 300, le Shanghai Composite, qui ont été de nouveau reversés à la baisse. Donc là, pour les indices européens, bah, ça c'est un point important parce que il y a une exposition soit via le DAX, et notamment ces valeurs exportatrices d'Allemande, soit en Europe, la France et le CAC 40 avec ses valeurs de luxe. Et ça, en revanche, ça c'est un risque effectivement, c'est ce qu'on a vu d'ailleurs ces derniers jours, les valeurs comme ça, les biens de consommation, du luxe, eh bien, repartir à la baisse sur fond d'inquiétude de la Chine. Donc ça, c'était une semaine quand même assez tendue qu'on a eu finalement. La volatilité depuis le début de l'année n'est pas très élevée. La volatilité sur les marchés américains autour de 20. Pour vous donner un ordre d'idée, on était à 80 lors du pic du stress Covid, alors qu'une période de stabilité où il y a peu de volatilité, bah, on est dans un contexte un petit peu plus normal. On est plutôt entre 10 et 15. Donc ça, 20, c'est pas non plus un gros stress pour autant. Et on sent qu'il y a quand même une thèse un niveau de nervosité pardon, sous-jacente des marchés avec notamment cette double situation, d'un côté de normalisation monétaire, de l'autre aussi quelques statistiques qui ralentissent un petit peu, on en a parlé notamment des fameux indicateurs ISM aux États-Unis qui retombaient un petit peu de leur point haut qui était quand même très élevé, donc situation qui reste bonne, mais on sent qu'on est en train de plafonner un petit peu sur la macro notamment américaine. On a eu par exemple en fin de semaine dernière l'indice de confiance des consommateurs qui est en dessous du mois précédent. On a également des chiffres de vente au détail qui ont affiché leur plus fort repli depuis le mois de février dernier, donc ça fait quasiment un an. On a comme ça une macro qui se tasse un petit peu côté US au moment où finalement la Réserve fédérale américaine accélère sur sa normalisation monétaire. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est que la vitesse de normalisation monétaire de la Fed sera beaucoup plus rapide que lors de la normalisation précédente post-crise, notamment des subprimes. Là, en l'espace de quelques mois, bah, nous aurons fin des achats d'actifs. Donc là, bien sûr, là, on a parlé la fin du mois de mars, donc fameux tapering. Première hausse de taux, en tout cas, la plupart des déclarations des membres de la Fed vont dans le sens d'une première hausse au mois de mars, et ensuite certains membres de Jérôme Powell, soit Jérôme Powell et d'autres membres de la Fed, évoquent 2 à 4 je crois, à 4 taux, 4 réunions possibles avant de prendre une décision sur l'ajustement à la baisse du bilan, c'est-à-dire de faire dégonfler ce bilan. Et ça, on sait que c'est quelque chose assez sensé par rapport au marché financier parce que la Fed exerce tout simplement une pression assez forte sur les achats et sur les actifs qui ont soutenu pas mal d'actifs. C'est cette fameuse perfusion que la Réserve fédérale a dû injecter, des bons de trésor, des titres de crédit hypothécaire, en les stockant notamment dans son bilan. Quand on parle de faire décroître la taille du bilan, bien, ça veut dire que là, on a dans une phase de normalisation monétaire à proprement parler. Et c'est toujours un petit risque pour le pôle économie, pour les marchés surtout, au moment où, encore une fois, cette économie américaine semble montrer quelques signes de plafonnement. Alors après, ce ne sont pas des risques majeurs pour autant. Ça peut ramener un peu de volatilité. On voit d'ailleurs sur les marchés la semaine dernière, la Fed piloter le risque d'accident monétaire. On ne peut pas l'écarter, mais c'est parce qu'à part le plus probable aujourd'hui, mais bon, on peut quand même considérer comme on peut traverser une petite phase un peu volatile comme ça, dans cet effet un petit peu ciseau, une économie qui ralentit un petit peu, et puis une banque centrale américaine qui normalise un petit peu et même carrément sa politique monétaire. Donc voilà ce qu'on pouvait notamment retenir de la semaine dernière. Et donc,
on le disait, alors une poussée sur les prix, bien sûr, des matières premières qui ont pas mal repris sur ce qui avait été perdu au quatrième trimestre. En tout cas, ce qui nous attend cette semaine, on va continuer bien sûr la saison des résultats pour les entreprises. Ça a déjà commencé notamment la semaine dernière avec les valeurs bancaires, notamment en fin de semaine. On va poursuivre bien sûr ces fameux earnings, ces fameux résultats cette semaine et bien sûr la semaine prochaine. On a aujourd'hui une journée off, une journée fériée sur le marché américain, sur l'US, notamment en raison de la journée Martin Luther King. Mais quand même, on aura une donnée, et on verra juste après sur le calendrier économique sur la Chine, notamment le PIB chinois. Ça sera à suivre, hein, plus des données sur la production industrielle, les ventes de détail, l'investissement en Chine. Bon, une série de chiffres à suivre, surtout importantes en ce moment par rapport à la Chine et ce que je viens de dire tout à l'heure. Mardi, nous aurons bien sûr l'indice ZOO en Allemagne, qui est le sentiment économique. Donc ça, il faudra bien sûr le surveiller de très près, évidemment, parce qu'on a vu les chiffres de la croissance allemande pour 2021 qui sont des chiffres corrects, mais qui nous montrent quand même une certaine contraction de l'activité économique au quatrième trimestre sur fond des mesures sanitaires. Autre chose, la Banque du Japon aussi va donner ses orientations de politique monétaire ce mardi. Mercredi, c'est au tour du Royaume-Uni de nous communiquer un petit peu ces chiffres d'inflation. Donc, il est toujours important qu'on rappelle que bien sûr, que la Banque d'Angleterre avait déjà procédé à un premier relèvement de taux il y a quelques semaines, ce qui a permis à la livre de rebondir un petit peu maintenant par rapport au dollar. Et puis, on aura également d'autres événements mercredi, toujours aux États-Unis. Cette fois-ci, c'est le permis de construire et les mises en chantier. On finira la semaine jeudi avec les minutes, donc le compte rendu de la dernière réunion de la Banque centrale européenne, la BCE, toujours les chiffres de l'immobilier aux États-Unis, avec notamment les ventes de logements existants. Le pétrole aussi suivra comme chaque semaine aux États-Unis, parce que là, on a des données cette semaine qui montraient que les réserves de pétrole aux États-Unis, les réserves de pétrole brut eh bien, ont été retournées à leur plus bas niveau depuis 2018 et les stocks stratégiques de pétrole, vous savez, le fameux SPR auquel l'administration Biden a eu recours pour faire baisser quelques semaines, je dirais, les prix du pétrole, bien, ces réserves stratégiques de pétrole aux États-Unis sont tombées à leur plus bas niveau depuis 2002. Donc, on est toujours dans une situation où il y a des tensions des marchés, des matières premières. Après, on commence à avoir des données économiques qui se tassent un petit peu. Ça peut aussi calmer un petit peu le sentiment sur les matières premières. Mais pour l'instant, en tout cas, ce qu'on décrivait il y a quelques minutes, eh bien, on a des matières premières qui contribuent pour l'instant plutôt à ce sentiment inflationniste à court terme, plutôt que l'inverse. Donc évidemment, les données sur le pétrole sont à surveiller de très très près dans ce contexte-là. On terminera bien sûr cette semaine avec notamment la confiance des consommateurs en zone euro et puis les ventes au détail au Royaume-Uni. Voilà sur la partie fondamentale. Voilà, un calendrier plutôt faible. Voilà, il n'y a pas énormément de choses à se mettre sous la dent, notamment au niveau du calendrier économique. On va passer sur la partie technique, notamment du programme du jour. Alors voilà, j'ai passé un peu de temps sur la partie fondamentale, comme généralement j'essaie de passer tous les lundis pour revenir un petit peu sur les événements du passé. Alors, notamment de la semaine dernière. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'action Netflix. Netflix qui est extrêmement sous pression ces derniers temps. On va parler de la partie fondamentale de Netflix. On va parler également de l'indice de coloration technologique, le Nasdaq 100. On en a parlé la semaine dernière. Est-ce qu'il est en train de nous offrir des pièges techniques ou pas? L'or qui reste quand même dans une phase de consolidation, mais qui reste quand même plutôt positive. Et enfin, une paire de devises monétaires, l'USD JPY. On passe sur Netflix, l'action Netflix. Alors, juste un instant avant de parler de préconisation. Hop. Voilà. Donc je vais vous agrandir un peu le graphique. Donc, vous avez à gauche, bien sûr, l'unité de temps mensuelle. Au milieu, vous avez l'unité de temps hebdomadaire. Et enfin, à droite, vous avez l'unité de temps journalier.
Alors, déjà, avant toute chose, que je voudrais vous parler sur la partie fondamentale, il faut savoir que Netflix publiera ses résultats du quatrième trimestre cette semaine, ce jeudi, notamment après du marché américain, le marché de Wall Street. Les analystes s'attendent à un bénéfice de 0,85 $ par action, donc un BPA à 0,85, pour un chiffre d'affaires de 7,71 milliards de dollars. Savoir que l'action, donc le titre, est sous pression depuis qu'elle a atteint un niveau record le niveau record du 11 novembre, les investisseurs craignent que la concurrence croissante et la faible croissance du nombre d'abonnés Netflix affectent notamment ses marges. Pour contrer une période de croissance molle, après notamment avoir enregistré de forts gains d'abonnés pendant la crise sanitaire, il faut savoir que le titre a augmenté la semaine dernière le prix de ses formules d'abonnement mensuelles, en tout cas pour le marché américain. Donc ces changements qui ont été publiés sur leur site vont d'une augmentation de 1 $ pour le forfait de base, qui permet donc qu'un seul utilisateur à la fois pour un abonnement, et donc à une hausse de 2 $ pour le service premium, qui offre donc bien sûr une qualité d'image plus importante, avec une qualité HD ou Ultra HD et 4 écrans. Le forfait standard donc, de la société maintenant coûte aux alentours de 15,49 $ aux États-Unis, soit une augmentation de 1,5 $. L'action a clôturé notamment vendredi à 525,69, soit une baisse de 20% au cours des derniers mois. On va passer sur la partie technique, où je vais vous agrandir un petit peu la partie mensuelle, où effectivement, une accumulation de 3 chandeliers japonais baissiers. L'objectif, c'est d'aller chercher cette Kijun aux alentours des 497. Donc là, ça sera le futur objectif, ça serait à peu près à ce niveau-là, en tout cas, c'est ce que nous pouvons avoir sur du mensuel. En hebdomadaire, nous avons une configuration technique intéressante qu'on peut observer. Ça reste baissier. La dynamique, vous avez les retracements de Fibonacci entre le point le plus bas de la semaine du 17 mai 2021 au point le plus haut, donc de la semaine du 11 novembre, du 15 novembre 2021. On a ce qu'on appelle une épaule tête-épaule. Alors, une épaule tête-épaule, juste pour vous donner un ordre d'idée, je vous donne un exemple ici. Donc, vous avez à peu près plus ou moins la même configuration. L'épaule tête-épaule, donc vous avez ici l'épaule. Je vais vous montrer tout de suite. Hop. Donc là, vous avez l'épaule 1, la tête, vous avez l'épaule 2, vous avez généralement un pullback et un objectif ici. D'accord? Donc, c'est à peu près ce que vous avez ici. Donc, vous avez une épaule, tête, épaule, cassure de la ligne de cou. Donc, la ligne de cou, c'est ici. Alors, ce n'est pas forcément suivi d'un pullback, mais on peut effectivement continuer le sentiment baissier. Effectivement, c'est ce que je vois aussi. En tout cas, au niveau des objectifs, généralement, on reporte ce que nous avons ici. Donc, si on a ça, vous le reportez en dessous pour chercher les objectifs moyen long terme. Vous reportez exactement la même chose. Vous voyez ici une cassure à ce niveau-là. Vous reportez en dessous pour aller chercher les objectifs. Donc, c'est à peu près ce que nous avons ici. Donc, nous pouvons aller chercher même plus bas. Mais attention, on est sur les 78,60% des Fibonacci. Effectivement, si à la fin de semaine, on casse en dessous, ou même en journalier, on casse en dessous, tout nous porte à dire qu'on pourrait aller chercher des niveaux de support plus importants, ce qui pourrait être même aux alentours des 470, 470, 480, 460, ouais, 460, 460 à peu près, ça serait les futurs objectifs. Donc, si on regarde exactement même sur la configuration graphique, hop, donc là, je vais essayer de vous agrandir ça pour que ce soit plus clair. Donc, vous avez ça. Hop. Donc, vous reportez exactement la même chose, juste en dessous donc, de la ligne de coût. Donc, vous pouvez avoir exactement ça. Ouais, c'est à peu près le niveau de support que vous pouvez avoir ici. Donc, les objectifs sur du moyen long terme, c'est d'aller chercher les 456, 450. Donc, ça, c'est un peu l'objectif, c'est-à-dire que vous pouvez travailler sur la plateforme à la baisse. Donc, vous pouvez travailler éventuellement Netflix à la baisse, mais attention que la cassure se réalise. On peut avoir un pullback. Alors, si on regarde un petit peu le journalier, puisque vous avez ici un gap de continuation baissière. Alors attention, les gaps, c'est des
juste pour vous rappeler, c'est des trous de cotation entre la clôture de la journée précédente, puisque là on est en journalier, et l'ouverture de la séance suivante. On a un petit trou de cotation. Généralement et statistiquement parlant, les gaps sont bouchés dans 90-95% des cas. Hein, si on regarde un petit peu l'historique, vous voyez que ici vous avez eu un gap, par exemple. Ce gap, tout simplement, je vais vous le montrer tout de suite, ce gap-là a été comblé ici. Vous pouvez le voir ici, il a été comblé à ce niveau-là. Et donc, il est remonté. Ça a pris du temps, mais on voit que le gap est bouché. Vous voyez ici, vous avez un petit gap, un mini gap ici. Ça continue à monter et ça a rechuté pour le combler, pour le boucher. Ici, vous avez un petit gap ici. Ça a été bouché quelques jours plus tard. Voilà, donc ça, c'est pour voir l'historique un petit peu des gaps. Ça, vous pouvez le voir sur le graphique. Ici aussi, vous voyez, vous avez eu un gap entre la journée du 19 janvier et la journée du 20 janvier. On a eu un gap qui a été bouché, pas totalement ici, mais bouché quasiment là. Donc, sachez une chose, que ce gap-là, hein, entre la journée du 5 janvier et la journée du 6 janvier, sera, à mon avis, bouché pour aller chercher. Ça peut continuer à la baisse pour remonter après, mais sachez que la zone des 562, 566, 91 pourrait être bouchée très prochainement avant de repartir éventuellement à la baisse. Donc, est-ce qu'on peut assister à un pullback pour aller chercher et faire effectivement ce fameux gap? Oui, ça peut être envisageable d'avoir un retournement haussier sur Netflix. Donc, on peut avoir effectivement ce genre de configuration. Donc, d'abord, remonter plus haut, combler, boucher ce fameux gap et repartir à la baisse pour aller chercher donc ce fameux support et donc l'objectif de cette fameuse épaule tête-épaule. On va regarder ensemble ce que préconisent les analystes trading central. On envisage toujours une baisse tant qu'on est en dessous des 556 avec des objectifs 486, 473. Attention, c'est une dernière analyse qui a été faite donc le samedi en daily, c'est-à-dire que chaque bougie représente une journée de cotation. On peut remonter depuis le mois de juillet jusqu'à aujourd'hui. Effectivement, la dynamique reste fortement baissière. On va regarder ensemble l'US Texan, donc le Nasdaq, l'équivalent donc de tout ce qui est secteur technologique. On en a parlé la semaine dernière. Alors, en mensuel, on avait parlé des divergences, donc divergences baissières avec les pics qui sont de plus en plus bas, alors qu'ici, les pics sont de plus en plus hauts. Donc, généralement, le marché a tendance à retracer, donc à se replier. Attention, la fin de semaine dernière nous a donné un petit piège technique. Vous voyez, cette bougie-là, c'est la bougie de la semaine dernière. On a une très, très forte baisse en début d'ouverture de séance américaine, mais on voit que la clôture, donc on a une chute, mais la clôture est passée juste au-dessus de la Kijun-sen et effectivement sur ce niveau de support. Donc tout nous porte à dire que la cassure n'est pas réalisée. On a effectivement une tension sur le Nasdaq. On peut avoir un rebond pour aller chercher ce niveau-là aux alentours des 15 960. Mais attention, on peut avoir ici aussi ce qu'on appelle un double bottom, double top, pardon. Donc, on a effectivement un double top ici. C'est un peu ce que vous avez là, hein. Vous avez un double top. Et généralement, quand on casse cette ligne de coup que vous avez ici, hein, la ligne de coup, elle est là. Donc, c'est ce que vous avez ici. On a effectivement une ligne de coup à ce niveau-là. Généralement, le marché, s'il casse cette ligne de coup, pour aller chercher réellement à la baisse, mais il faut d'abord que ça casse. Tant que ça n'a pas cassé, on ne peut pas confirmer. Si ça casse, on peut aller chercher cette zone technique, ce niveau de support. Mais là, pour le moment, le marché ne donne pas cette configuration baissière parce qu'on n'a pas encore la cassure hebdomadaire. Donc, la cassure hebdomadaire se confirmera en fin de semaine. Donc, on peut avoir un rebond technique. Alors, attention, bien sûr, le marché américain est fermé aujourd'hui, donc le marché sera peu volatile. Donc, on aura très, très peu de mouvements sur l'indice américain. Notez également que les indices américains ferment leurs portes plus tôt aujourd'hui, même s'il est possible de travailler aujourd'hui. Il faut également savoir que ça fermera plus tôt aujourd'hui. On regarde un petit peu en journalier ce que nous préconisons. Alors, pareil, hein, on a les retracements de Fibonacci entre le point le plus bas et le point le plus haut en journalier. On voit que le support continue de tenir. La fin de semaine dernière, on a eu une très très forte chute, mais on a failli toucher les 38,20% des Fibonacci, mais la cassure n'a pas été réalisée. Donc, on peut toujours avoir un rebond technique pour aller chercher sur du court terme les 15 700, voire même les 15 859, soit les 61,8%. Le graphique du jour, le chandelier, peut nous offrir une forme de doji, soit en pierre tombale.
puisque la volatilité reste relativement faible. On est on est sur des niveaux de support. Hein, vous voyez qu'on est sur des niveaux de support, donc on est toujours dessus. Et actuellement, on rebondit puis dessus. Pour le moment, ça reste haussier. Ça reste haussier tant que la cassure n'a pas été réalisée. On va regarder sur ce que préconise l'analyste Trading Central. La dernière analyse en daily reste haussier. Même s'il y a eu une très forte chute la semaine dernière, le marché peut aller chercher les 16 200 voire 16 760 sur du moyen long terme tant qu'on est au-dessus des 15 150. On regarde ensemble ce que l'or, le métal jaune qui reste toujours dans une configuration plutôt bullish, c'est-à-dire plutôt à la hausse. Alors attendez, je vais essayer de vous le mettre. Donc, vous avez bien sûr le graphique en mensuel, où là, on est toujours au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes. On a une cassure, la Tenkan rebond sur la Tenkan Sen et cassure de la Kijun, rebond sur les 50%. On fait un pullback sur la Kijun Sen. L'objectif, c'est les 38,20%, soit les 1836,65. En tout cas, c'est ce que je peux envisager sur les prochaines séances. L'or qui est rentré à l'intérieur du nuage, la lagging span qui reste bloquée avec cette fameuse bougie, qui reste sous pression, notamment avec ce split entre le nuage haussier et le nuage baissier. Ça reste quand même malgré tout dans une dynamique plutôt haussière, même si c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de mouvement et que ça consolide plus ou moins. L'objectif, c'est effectivement, comme je l'avais évoqué en mensuel, c'est les 1836, mais là, sur du court terme, on peut aller chercher cette résistance autour des 1827, 1834,82. En journalier, on va regarder ensemble ce qu'on peut voir. On a effectivement ici un pullback sur cette ancienne résistance qui a été cassée, notamment la journée du 16 décembre. Pullback ici, rebond. Nouveau pullback, rebond. Est-ce qu'on va casser cette zone-là que je vous avais montré en hebdomadaire? C'est vrai que si on casserait cette zone-là, ça, c'est le niveau clé. Hein. C'est le niveau à laquelle il faudra casser pour avoir une nouvelle accélération sur l'or. Mais cette cassure-là pourrait donner une nouvelle impulsion haussière vers les 1845, voire la zone de résistance ici, qui pourrait être assez intéressante sur les prochains jours. En tout cas, pour le moment, la dynamique reste haussière. On a un semblant de V-bottom, mais bon, pour confirmer le V-bottom, il faut effectivement d'abord casser cette résistance. Pour le moment, c'est trop subjectif. On ne peut pas se prononcer comme ça. Mais en tout cas, ça reste plutôt bullish. On va regarder ensemble ce que préconise l'analyste Trading Central. Objectif, donc, graphique en daily, graphique qui a été mis à jour ce matin à 2h10. Donc, graphique que vous pouvez voir depuis le mois de septembre, août-septembre 2021. Ça reste haussier tant qu'on est au-dessus des 1775 pour aller chercher les 1850. C'est un peu ce que je vous ai montré, les 1845, 1850, ça sera les objectifs, voire les 1880 si on passait au-dessus des 1850. On va regarder une paire de devises monétaires, l'USD-JPY, l'appréciation du dollar américain contre le yen japonais, donc la devise japonaise qui reste sous pression. Une très forte chute la semaine dernière sur l'USD-JPY, mais effectivement, on peut avoir ce qu'on appelle un pullback, donc un retournement baissier sur une dynamique haussière. La dynamique, elle est quand même assez prononcée. Voilà, on a eu effectivement la semaine dernière une forte cassure, mais la dynamique reste toutefois haussière. On va regarder ensemble sur de l'hebdomadaire. Alors, je vous ai parlé là, il y a quelques temps de cela, si vous regardez un petit peu les anciens webinaires, vous avez effectivement ici une forme de drapeau. D'accord, donc une forme de drapeau. On a eu une cassure. Et statistiquement parlant, lorsqu'on a une forme de drapeau, généralement, le marché a tendance à accélérer derrière. Et donc, l'objectif, c'est de reporter ce que vous avez au-dessus, hein, un peu comme vous l'avez ici. Vous voyez que ici, on a eu à peu près la même configuration haussière, donc zone de consolidation un peu comme vous l'avez ici. Et dans 87% des cas, l'objectif est plutôt orienté à la hausse sur l'USD-JPY. Donc là, l'objectif, c'est de reporter exactement ce que vous avez ici. Je vais essayer de vous le faire tout de suite, un peu comme on l'avait fait la dernière fois. Je vais vous le remettre tout de suite. C'est d'aller chercher à peu près des niveaux assez importants aux alentours des 118. C'est un peu ce que préconise l'analyse Trading Central sur du très long terme. On va regarder ensemble sur du journalier. Le journalier,
simplement une chute assez importante la semaine dernière, rebond sur ce niveau du nuage aux alentours des 113,70 pour aller chercher les 114,70. En tout cas, c'est ce que je préconise sur l'USD JPY. Donc, on peut avoir une nouvelle continuation haussière. Alors après, le seul hic, c'est qu'on a recassé la Tenkan-sen en hebdomadaire, on est rentré à l'intérieur de cette case, on peut faire voilà, bon, le marché n'est pas terminé, il faudrait voir d'abord en journalier ce qu'on peut aller chercher. Donc, on peut aller chercher 114,70, voire les 114,85. On va regarder ce que préconisent les analystes trading central. Sur du moyen long terme, l'objectif, c'est 118,50, voire les 121,50. À noter que là, vous êtes sur un graphique hebdomadaire. Vous voyez, là, c'est plus d'hélice hebdomadaire. Là, vous pouvez remonter depuis le mi-octobre 2020. On est depuis octobre 2020, donc on est sur du très long terme, c'est octobre 2021, parce que chaque bougie que vous avez ici représente une semaine de cotation. Donc ça fait assez loin, donc on a un horizon assez large. Donc sur du très long terme, on peut aller chercher quasiment 300 ou 400 points. Donc pas mal comme objectif. Voilà pour ce lundi 17 janvier 2022. Je souhaite une excellente journée à toutes et à tous et je vous dis à demain pour une prochaine revue de marché.